Merci à Sarah Cissé pour toutes ces informations. Mesdames, Messieurs, merci de nous recevoir chez vous. C'est avec beaucoup de plaisir que nous recevons Denis Ndour, coordonnateur du CIRSP. Monsieur Ndour, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Der, et c'est toujours un plaisir de venir sur votre plateau. C'est avec beaucoup de plaisir donc que nous vous recevons, et c'est pour nous parler du Conseil interreligieux du Sénégal pour la paix. C'est quoi le CIRSP et quelle est la pertinence de la création d'un tel conseil? Alors, le CIRSP, comme on prend ces sigles-là, c'est le Conseil interreligieux du Sénégal pour la paix. Et pourquoi sa pertinence de sa création? Nous le savons tous, il y a quand même beaucoup de communautés religieuses au Sénégal, que ce soit au niveau de l'islam, au niveau du christianisme. On peut citer les catholiques, les protestants, les luthériens, les anglicans, etc. Et au niveau des musulmans, il y a plusieurs familles de confréries religieuses. Et l'idée, c'est de dire comment fédérer toutes ces communautés, mais de façon formelle. Pourquoi de façon formelle? Parce qu'on nous dira, on n'est pas en train d'inventer la roue, dans la mesure où, si vous vous rappelez, aux années de promotion et de vulgarisation pour sensibiliser les Sénégalais sur le sida, il y avait quand même des prêtres, des imams qui se regroupaient régulièrement pour sensibiliser, et c'était un pont parce qu'il y avait les khalifes généraux, également les évêques qui travaillaient dans ce sens. Mais ceci était juste des cadres de réflexion, mais ce n'était pas formel. Et donc cette fois-ci, nous voulons vraiment lancer une structure formelle, reconnue par l'État, mais également par les Sénégalais, à travers les actions que cette structure va mener. Sachons-le, effectivement, cette structure aussi est rattachée à une structure au niveau continental et au niveau mondial. Justement, le lancement est prévu samedi. Quelles sont les missions assignées à ce conseil? Alors, ce conseil a principalement pour rôle de veiller à la stabilité du pays, mais également de l'Afrique de l'Ouest et par ricochet du monde, dans sa modeste contribution. Nous voulons nous focaliser sur la paix, la promotion de la paix et de la culture de paix. Parce que vous pouvez promouvoir la paix, mais l'idée c'est de conscientiser pour que les gens aient cette culture de paix. Avoir une culture de paix, justement, c'est de dire promouvoir la non-violence. La non-violence verbale, mais aussi la non-violence physique, pour que les gens puissent vivre dans la quiétude. Vraiment que le Sénégal, qui a toujours été cité en exemple en matière de paix, que nous, Sénégalais, nous ne puissions pas dormir sur nos lauriers, mais que nous soyons là comme des veilleurs. Et je pense pertinemment que promouvoir la paix doit aller de pair avec promouvoir le développement. Pourquoi? Parce que le plus souvent, on pense que les religieux ne font que prier. Ils sont dans les daïras, ils sont dans les associations religieuses catholiques, protestantes, mais ne s'occupent pas trop de développement. Et je pense qu'aujourd'hui, on doit montrer que les religieux également s'activent dans le domaine du développement, et justement le CIRSP a déjà commencé dans ce sens avant même son lancement officiel. Et quelles sont ces actions de développement? Parce que justement, je voulais le dire, qu'il n'y a pas de développement sans paix. Et finalement, quelles sont les actions de développement? Absolument, il n'y a pas de développement sans paix. Et donc, ça va de pair. Si nous voulons promouvoir le développement, on doit absolument promouvoir la paix. D'ailleurs, les investissements, c'est dans des pays où on sent qu'il y a l'accalmie, la stabilité, et ainsi de suite. Mais pour nous, d'abord, nous avons commencé à identifier à travers le Sénégal des endroits où nous pouvons aider les populations. Parce qu'il y a beaucoup d'organisations, mais souvent ils se disent on est une association, nous n'avons pas de moyens. Et c'est en ce sens que dans l'élan de solidarité, nous avons lancé une culture maraîchère au niveau de Mboro avec un forage pour aider un peu les populations à subvenir à leurs besoins économiques. Et ceci rentre justement dans le cadre du développement. Et qui sont les membres de ce conseil? Alors, les membres de ce conseil, je peux citer, c'est pratiquement tous les khalifes généraux. Je vais nommer les khalifes généraux, les Tidjanes, la famille omarienne,
la famille des Niassène, des khalifes des Layènes, qui nous ont tous respectivement reçus pour nous féliciter de l'initiative, puisque si on veut parler un peu historique, l'idée est partie de l'association Raja Sénégal, qui est le réseau des anciens justices d'Afrique, qui avait créé une plateforme de dialogue interreligieux et qui organisait des conférences dans le sens de sensibiliser pour la paix, et il y avait souvent un imam et un prêtre. Et donc, au niveau continental, ils ont vu justement ces actions-là et ils nous ont dit, mais pourquoi pas ne pas lancer ce conseil. Et je rappelle, au niveau mondial déjà, nous avons eu le privilège et l'honneur d'avoir Serigne Mansour Sy Djamil, qui a été coprésident de ce sommet-là, à 2 reprises. La dernière fois, c'était en 2019, qui regroupait plus de centaines de pays et plus de 900-800 participants, pour dire que les leaders religieux, ils ont leur mot à dire dans le domaine de la paix, dans leurs pays respectifs, mais aussi dans le continent et dans le monde. Vous avez cité les khalifes généraux, mais il y a un bureau exécutif certainement. Absolument. Qui siège à ce bureau? Alors, pour vous montrer un peu l'organigramme, il y a ce qu'on appelle le Conseil des présidents. Et le Conseil des présidents, c'est uniquement les khalifes généraux et les évêques et l'archevêque qui constituent le Conseil des présidents. Mais comme vous le savez, le khalife général ou l'archevêque n'est pas sur le terrain. Ce sont les porte-paroles, ce sont en tout cas des gens qui sont mandatés, qui constituent ce que vous voulez appeler peut-être un comité directeur, mais représentatif, mais juste dirigé par une équipe qui se relaie chaque année pour montrer que les actions que nous menons, ce n'est pas une question de chefferie, mais c'est une question de vivre dans la collégialité, de gestion dans la collégialité. Et je rappelle et je précise qu'il ne s'agit pas que des religions révélées. Parce que nous, au Sénégal, on a une particularité. À chaque fois qu'il s'est agi de promouvoir la paix, de revenir sur des questions de conflit, on a toujours sollicité autant les chefs religieux, mais également les chefs qu'on appelle chefs coutumiers et traditionnels. Je veux nommer le Djaraf de Youssou Ndoye, par exemple. C'est vrai, les grands serigne de Dakar, à qui nous avons convié d'ailleurs à cette rencontre du 8, mais également le roi d'Oussi, qui sera représenté le 8, Inch'Allah, pour montrer que les chefferies traditionnelles, pour montrer que dans cette quête de promotion de la paix, ce n'est pas une exclusivité que des chefs religieux par rapport aux religions révélées. Alors, comment cela se passe sur l'international? Parce qu'on sait qu'il y a eu la 10e Assemblée mondiale. C'était en 2019. En 2019, en Allemagne. Voilà. Alors, l'idée... Peut-être l'année prochaine... oui, pourquoi pas que le Sénégal puisse même l'abriter. Oui. Alors, il suffit de solliciter. Bon, nous venons de naître, mais l'idée, c'est de dire, autant on est en train de résoudre des questions de sécurité dans les sous-régions au niveau national, autant il y a un besoin de le faire au niveau international. Aujourd'hui, tout le monde sait ce qui se passe en Palestine. Mais l'idée, c'est de dire, là où les politiques ont échoué, les chefs religieux doivent prendre leur bâton de pèlerin pour pouvoir sillonner autant l'Afrique, autant le monde. C'est pourquoi, dans ce conseil, nous allons vers un réseautage. C'est vraiment un réseautage où tous les conseils au niveau national, en tout cas, restent en contact avec ce qui se passe dans les pays de la sous-région. Aujourd'hui, le Mali, le Burkina Faso, ils ont déjà leur conseil. Et nous sommes déjà en contact. Ils ont déjà fait une visite ici il n'y a pas longtemps. Et d'ailleurs, pour la rencontre du 8, nous invitons ces conseils-là à venir nous rejoindre. Autant au niveau continental, depuis Nairobi, il y a une délégation qui sera là également. Mais justement, c'est l'occasion de nous parler des participants à ce conseil. À ce conseil, pour les participants... Qui se tient samedi. Samedi, à Axil Hotel, qui s'appelait d'antan Hôtel Federbe, qui a été rénové. Et donc, cette ouverture-là, nous tendons la main à tous les Sénégalais pour dire que ce conseil leur appartient, c'est leur conseil. C'est là où nous voulons venir pour, disons, dire nos doléances pour que les chefs religieux puissent agir. Donc tout le monde est invité.
on sera là, c'est les associations religieuses, mais c'est également c'est les individus, c'est tout Sénégalais épris de justice et de paix. Parce qu'on parle de réconciliation, mais je rappelle, on ne peut parler de réconciliation qu'à travers la justice et la paix. Et on ne peut pas parler de réconciliation sans parler de pardon également. Il y a une proposition, par exemple, ce que vous en pensez, hein, et le conseil de construction d'un lieu de culte au Palais de la République. C'est une bonne idée à votre avis? Alors, pour moi, c'est un peu très sensible. Pourquoi c'est très sensible? Puisque l'État est impersonnel. Aujourd'hui, le chef de l'État est un musulman. Avant, on a eu notre premier chef d'État qui était un catholique. Demain, on ne sait pas qui sera là-bas. Et donc, je pense que pour éviter toute confusion, c'est mieux de ne pas ériger des lieux de culte à la présidence, puisque là, on parle d'institution. Quand on parle d'institution, vraiment, c'est que c'est impersonnel. Et donc, à mon avis, pour éviter des velléités, je partage parfaitement l'intervention d'Imam Mokhtar Ndiaye, que je salue, qui est en France, et qui a parlé justement de rester à équidistance, que l'État doit rester à équidistance, mais l'État doit garantir la pluralité des religions, mais également garantir l'expression des religions pour que les individus puissent être épanouis dans leur foi et dans leurs croyances. Vous l'avez également dit, donc un conseil interreligieux pour faire prévaloir la diplomatie religieuse, je vais l'appeler ainsi. Absolument. Dans des situations de conflit. Vous avez tantôt évoqué la Palestine, l'Ukraine. Qu'est-ce que vous avez fait comme démarche? Le Conseil mondial en tout cas. Oui, d'ailleurs, on a toujours des modules de formation pour les chefs religieux en matière de médiation. Et d'ailleurs, demain, on va faire un atelier de 2 jours en prélude de la rencontre pour encore former dans le domaine de la médiation en termes de conflit ou en termes de réconciliation. Pourquoi c'est important au niveau mondial? Aujourd'hui, même les Nations Unies reconnaissent cette structure au niveau international. Mais l'idée, c'est que les politiques sont toujours devant et la décision leur appartient. Et c'est là où nous appelons les politiques à parfois écouter les religieux. C'est très important. Il est arrivé plusieurs fois que des politiques se confient à des religieux qui leur donnent des conseils, mais malheureusement, ils n'appliquent pas ces conseils. Et comme on dit chez nous, voilà, si un vieux vous dise quelque chose, c'est préférable qu'il le dise que de dire « je le savais ». Et donc pour nous, c'est important que cette coalition-là, cette jonction-là entre communautés religieuses puisse faire tache d'huile. Parce que, attention, c'est l'archevêque qui parle à ses fidèles, c'est le calife qui parle à ses disciples pour dire voilà ce que nous devons faire. Et là, on suit. Et je pense que si c'est eux qui sont là, qu'on appelle les conseils des présidents, sans équivoque, je pense que nous allons dans la construction de cette paix-là, mais également de promouvoir et de consolider les acquis. Allez, Denis Ndour, le chronogramme du programme donc de samedi. Alors, on va donner la parole aux autorités étatiques, c'est très important. Même le président de la République est convié à cette rencontre-là. Je ne sais pas s'il sera là ou s'il va déléguer quelqu'un, mais il est convié. Mais également des ministères de tutelle, comme le ministère de l'Intérieur, les ministères des Affaires étrangères par rapport aux activités que nous menons, mais également beaucoup de directions. Et au-delà de ces discours, disons, au niveau étatique, il y aura également maintenant la représentation des différentes communautés pour parler du rôle des leaders religieux dans le fonctionnement du pays, au Sénégal, mais également en Afrique de l'Ouest, puisque nous savons tous ce qui se passe autour de nous, au niveau du Sahel. D'ailleurs, dans les activités de développement, nous allons en parler dans l'après-midi, nous nous focalisons sur le reboisement, parce que nous voulons quand même faire de l'Afrique, une Afrique verte, où on respire l'oxygène, tout cela parce que pur, tout cela parce que nous savons ce qui se passe avec les changements climatiques. Alors donc, l'Afrique ne doit pas être en reste. Également, nous discuterons des statuts, nous discuterons également de notre plan d'action
Et voilà, nous convions vraiment les Sénégalais à cette grande rencontre importante pour le pays. C'est prévu samedi donc, je le rappelle. Denis Ndour, merci beaucoup. Merci à vous. Vous êtes le coordonnateur du CI RSP. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir reçus chez vous. Excellente suite de programmes sur la TFM, la télévision Futur Média. Merci beaucoup.